Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Ligny, je suis conseiller à la vie syndicale au PPAQ. Je vous accueille au webinaire sur l'émission de contingent des PPAQ 2025, une activité qu'on a fait toutes les années depuis les deux dernières émissions de contingent en 2021 et en 2023. Donc, on va vous expliquer un peu les modalités de l'émission de contingent en 2025 qui est particulière. Il y a des situations, notamment pour les producteurs en terre publique, là, qui doivent être bien comprises pour que les gens appliquent au bon endroit au bon moment. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Pascal Grotté, qui est directrice du service service aux producteurs et du contingentement des PPAQ. C'est elle qui va faire la présentation. Je vous invite, si vous avez des questions au courant de la présentation, à nous écrire directement dans le chat du vidéo live sur Facebook. Si jamais vous nous écoutez en rediffusion, bien, vous pouvez aussi nous écrire directement, soit sur la page Facebook des PPAQ, par courriel, ou nous rejoindre par la suite autrement, si vous avez des questions lors de la rediffusion ou de la réécoute du vidéo. Donc, sans plus tarder, là, je vois qu'il y a déjà plus de 25 personnes qui sont connectées avec nous en ce moment sur l'heure du dîner. Donc, je vais laisser la parole à Pascal là, pour introduire et présenter ce webinaire. Bonjour tout le monde. Merci Mathieu. Comme Mathieu l'a mentionné, je suis Pascal. Je vais passer avec vous à travers ce webinaire-là. J'ai une présentation pour vous. Donc, concernant le plan de présentation, on va regarder ensemble la mise en contexte de l'émission de contingent 2025. On va discuter des différents programmes usuels qui sont le démarrage et l'agrandissement. On va regarder ensemble pourquoi cette émission de contingent est particulière, parce qu'elle est faite en deux temps. On va aussi regarder l'évaluation des demandes, puis on vous partage aussi de l'information pertinente connexe à l'émission d'entête. Donc, Mathieu, j'y vais, je te laisse gérer les questions. Si jamais il y en a, tu me feras signe. Moi, je vais focuser sur le contexte de l'émission d'entête. Parfait. Donc, à chaque année, au printemps, c'est le CA du PPAC qui prend la décision de voir si on émet ou non du contingent. Il y a plusieurs facteurs qui sont évalués pour prendre cette décision-là. On va regarder le niveau de la réserve stratégique, voir qu'on en est rendu où avec les niveaux de sirop d'érable qu'on a, les ventes de l'année en cours, la projection des ventes à l'international, puis la récolte qui vient de se terminer aussi. L'objectif, c'est toujours d'assurer un équilibre entre l'offre et la demande de sirop d'érable. Quand on va parler dans quel programme je dois appliquer, bon, on vous présente ici un petit schéma là, qui explique un peu si j'ai déjà du contingent, qu'est-ce que je fais? Je dois faire un agrandissement. Puis, si je n'ai pas de contingent dans ce cas-là, je dois faire un démarrage. La particularité ici, c'est de faire un démarrage soit en forêt privée ou en forêt publique. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail là, dans les autres schémas de quelle façon on va procéder ici. Une particularité, il y a un programme de relève qui roule à chaque année au PPAC. Donc, à chaque année, on offre 40 000 entailles pour la relève. Puis, une année où il y a une émission d'entailles, comme cette année, il y a une émission de 7 millions, bien, les projets qui ont été déposés à leur relève, qui n'ont pas été choisis, sont automatiquement basculés au démarrage de la même année. Donc, cette année, l'émission d'entailles va allouer l'année où il y a l'émission de contingent, la relève passe de 40 000 entailles à 100 000 entailles. Donc, il y a un plus gros volume qui est attribué. Malgré ça, ceux qui ne sont pas retenus, ceux qui ne sont pas pigés parce que c'est vraiment une pige à la relève, ces dossiers-là admissibles sont transférés automatiquement au démarrage. Les programmes de démarrage, en fait, visent à attribuer du contingent à une personne qui n'a pas de contingent. Elle a 3 années pour s'installer suite à l'acceptation de son projet. Là, il y a une particularité au niveau du maximum d'entailles qu'on peut demander. On peut demander un maximum de 25 000 entailles pour une érablière qui n'a aucun contingent. Puis ici, on a un érablière qui a déjà du contingent, alors le maximum d'entailles qu'on pourra demander dans ce cas-là va être limité à 10 000 entailles. Les conditions d'admissibilité pour un projet de démarrage, bon là, il y a 3-4 picots qu'on va regarder ensemble. C'est essentiellement, il ne faut pas être un employé des PPAC, il ne faut pas exploiter directement ou indirectement du contingent depuis les 3 dernières années. Il faut détenir les droits sur une érablière, donc soit être propriétaire, locataire ou avoir le droit avec un permis de la MRNF pour pouvoir exploiter la terre publique. Aussi, va être admissible un contingent de démarrage une personne ou la société ou l'entreprise qui se qualifie au même titre que les personnes. Donc, il
faut prévoir que cette personne-là remplit les mêmes directives qu'on a mentionnées tantôt. Fait que tous les actionnaires ou les sociétaires de cette entreprise-là vont respecter les PICO 1 à 3 qu'on vient d'énumérer. Donc, c'est pas un employé des PPAC, puis c'est pas quelqu'un qui détient du contingent de loin ou de proche, puis elle détient les droits sur la terre en question. Ça s'applique autant à une personne qu'une personne physique ou une personne morale. Les mêmes critères. Pour l'analyse du dossier, la particularité pour le programme de démarrage, je vais vous emmener ici sur un lien qui va nous rediriger sur le site des PPAQ pour ouvrir la grille d'évaluation. Ça ne sera pas tellement long. Ça me permet peut-être, Pascal, de faire une petite pause ici, juste pour dire aux gens qu'il y a plusieurs ressources sur le site web des PPAQ qui sont disponibles. Si vous avez des questions, moi, je vous invite vraiment à aller vous informer sur le site des PPAQ en premier, notamment une foire aux questions qui est très, très complète. Pratiquement toutes les questions qu'on peut se poser dans le cadre de l'émission de contingent, ils sont répondus. Donc, si jamais votre situation n'a pas de réponse par écrit à ce moment-là, on vous invite à nous contacter, bien entendu. Mais à première vue, c'est vraiment le site web des PPAQ qui est une ressource inestimable pour l'émission de contingent. Maintenant, ce que tu nous présentes, c'est la grille d'évaluation des projets de démarrage qui est aussi très intéressante à les regarder. Ça vous permet, quand vous allez déposer un projet de démarrage, de voir comment il va être évalué, votre projet. Ça vous donne peut-être certaines indications sur des questions que vous pourriez avoir. Donc, je te laisse continuer. Oui, merci. Ce que je voulais mentionner au niveau du démarrage, c'est particulier parce que les critères sont différents de ceux de l'agrandissement. On va voir un petit peu plus tard, au niveau des agrandissements, vu que les dossiers sont déjà, ils roulent déjà, comme ils sont déjà inscrits, puis ils ont déjà du contingent, les critères pour ouvrir un dossier vont être différents. Quand on va parler d'un démarrage, il va falloir s'identifier. Donc là, il va falloir y avoir les pièces justificatives à l'appui. Il va falloir avoir un plan d'érablière conforme avec l'annexe 2. Le type de propriété, ça va être important de mentionner si c'est un bail, un acte de vente, une promesse d'achat qu'on prévoit acheter en conséquence de l'obtention d'un contingent ou le permis du MRNF. Et il y a aussi un autre élément qui est super important pour les démarrages, c'est la lettre on l'appelle la lettre de la banque ou la lettre de financement, là. C'est une preuve de financement satisfaisante. Ça veut dire qu'il faut avoir eu dans les 6 derniers mois, il faut que la lettre soit datée des 6 derniers mois, qui prouve que la banque va soit vous faire un prêt ou la banque confirme que vous avez les fonds suffisants pour pouvoir faire le projet en question. Ces 4 critères-là, si vous ne les avez pas d'emblée, le projet va être rejeté. Donc, les autres, puis sur le site des PPAC, comme Mathieu le mentionnait, vous allez retrouver encore plus d'informations que qu'est-ce que moi je vous donne ici en résumé. Vous allez avoir un foire aux questions avec plus de détails pour chaque section. Il va y avoir aussi une liste de documents à fournir pour s'assurer que le projet est conforme. Fait que je vais vous référer également. La deuxième portion de la grille de l'évaluation pour les projets de démarrage fait référence à des points, parce que comme on le sait, c'est 75 points minimum que ça prend pour avoir un projet de démarrage accepté. Donc, la description du projet, la rentabilité, ce qu'on va faire avec le contingent, soit de l'eau d'érable ou du sirop d'érable, la formation et l'expérience sont tous des atouts qui vont vous donner des points supplémentaires. Donc, non, c'est pas obligé d'avoir un CV pour faire une demande de démarrage. Par contre, si vous avez de l'expérience X, Y, Z, en acériculture ou en agriculture ou peu importe, il faut le mentionner, ça vous donne des points supplémentaires. Si ça ne fait pas partie de votre demande, ben c'est le minimum de points que vous allez avoir pour cette section-là, puis ça descend assez vite pour aller rejoindre le 75 et moins. Fait que ça, c'est des questions qu'on a souvent au service aux producteurs de « je suis obligé d'avoir un CV, je suis obligé d'avoir une formation ». C'est une question de pointage à ce niveau-là. Comme tu disais, si on a de l'expérience ou même des formations dans d'autres choses, pourquoi pas déposer des preuves de ça, puis l'équipe qui va faire l'évaluation va utiliser ça pour voir si on peut donner des points ou non. Mais comme tu vois, on peut voir, par exemple, dans la section formation, le nombre de points qui est attribué selon les types de formation, les types d'expériences qui peuvent être reconnus par les PPAQ. Donc, il vaut mieux donner peut-être plus d'informations qu'il n'y a pas assez dans ces cas-là. Exactement. Tu sais, c'est pas obligé d'être un CV officiel. On peut faire ça sur une lettre en format Word, juste écrire votre expérience. Si vous avez travaillé dans l'érablière familiale pendant X, Y années, c'était quoi vos tâches, vos responsabilités, tout ça, ça compte ça aussi. Je vais sortir de là. On peut revenir à la présentation.
OK. Donc, 75 points minimum pour les projets de démarrage. On passe au programme d'agrandissement. Donc, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt ici, le but, c'est de donner du contingent supplémentaire à un érablière qui est déjà établi, qui est déjà contingenté. Eux, ils sont la capacité d'entaille supplémentaire qu'on peut demander, c'est un maximum de 10 000 entailles. Peu importe si c'est quelque chose qu'on a déjà ou qu'on prévoit acheter, on se limite à un maximum de 10 000 supplémentaires. Là, j'évite de lire tous les paragraphes qu'on voit à l'écran. C'est vraiment juste, c'est des extraits du règlement qui expliquent c'est quoi les projets, les critères d'admissibilité pour ces projets-là. Ça réfère vraiment au règlement quand on parle ou conformément à l'article 2.4 de l'article 41. L'article 41, c'est qu'est-ce que ça prend pour être éligible pour pouvoir déposer un programme. Tout est relié à ça. Aussi, pour les projets d'agrandissement, on va parler qu'il faut avoir le formulaire, on parle semblable au formulaire d'annexe 10. L'annexe 10, c'est le formulaire de demande d'agrandissement. Donc, moi, je vais vous encourager fortement à faire vos demandes de façon électronique. On a un beau gros bouton qui est installé sur l'onglet démarrage et sur l'onglet agrandissement pour soumettre la demande en ligne. Mais pour ceux qui sont plus habiles ou agiles ou qui préfèrent plus le faire du format papier, les annexes sont aussi disponibles dans chacune des onglets qu'on parlait sur le site des PPAC pour pouvoir soumettre de façon papier. Mais le formulaire électronique est disponible en tout temps. Bon, encore là, vous voyez, on fait référence à l'article 41 pour s'assurer que vous avez transmis tout ce qui était nécessaire pour faire une demande éligible. Donc, c'est le titre de propriété, qui vous êtes, votre plan d'érablière, etc. Donc, c'est encore les mêmes critères. J'y vais un petit peu plus vite parce que ces critères-là sont énumérés sur le formulaire. Je peux peut-être prendre 30 secondes pour vous y amener. Sur le site des PPAC, dans la section démarrage et agrandissement, vous allez voir, il y a un document qui a été rajouté qui est ici, rappel de documents à soumettre. Je vais prendre l'exemple du démarrage. Mais ici, vous voyez, chaque section ici, c'est vraiment un document que vous devez joindre. Fait que vous le cochez, c'est votre outil de travail pour soumettre votre demande pour vous assurer que vous n'avez rien perdu. Puis, on a le même style de document pour les demandes en agrandissement. C'est pour ça que je me permets d'aller un petit peu plus vite parce que vous avez l'outil pour vous aider, pour vous guider, s'assurer que tout est complet avant de soumettre. Je reviens avec ce que tu disais tantôt, Pascal. On encourage évidemment les gens à remplir la version électronique du formulaire qui est aussi plus simple pour nous à compiler par la suite. Oui. Mais en plus de ça, je me permets de dire aux gens aussi qu'on a préparé une vidéo depuis plusieurs semaines. Oui. Elle est disponible sur le site web des PPAQ, juste dans la page que tu présentes en ce moment-ci, oui. Mais aussi sur la page YouTube des PPAQ. Donc, c'est une vidéo d'accompagnement. Ça peut vous permettre, si vous remplissez le formulaire de manière électronique, là, de pouvoir regarder la vidéo puis être certain que vous remplissez vraiment toutes les sections de la bonne façon. Comme ça, vous allez être certain d'avoir rempli tous les documents. Mais dans la version électronique, bien, tous les endroits où on vous demande un document à présenter, mais vous êtes obligé de mettre quelque chose. Là. Oui. Donc, ça, c'est aussi une façon de checker, faire un check là, pour chacun des éléments qui sont importants de déposer pour votre projet. Oui, puis le fameux bouton, là, il est là, compléter ma demande de démarrage. Quand vous allez cliquer là-dessus, ça va vous demander de créer un compte ou de se connecter avec un ancien compte. Donc, la nuance là-dedans, c'est si un producteur a fait une demande de démarrage en 2021, puis, excusez-moi, ben oui, en 21 ou en 23, puis il est passé, il avait sélectionné le tirage au sort, puis il n'a pas été sélectionné. Bien, cette personne-là, en 2023, quand elle a créé son compte en ligne, elle a accès encore à ce même compte-là. Fait qu'elle peut se reloguer avec ce même compte-là pour pouvoir soumettre sa demande de 2025. Puis pouvoir compléter. Si quelqu'un, c'est sa première demande de démarrage, bien là, cette personne-là va aller en ligne, va se créer un compte, va pouvoir soumettre en ligne également aussi facilement que quelqu'un qui l'avait déjà fait dans la dernière émission d'Entaille. Parfait. On peut revenir à la présentation. Pour les gens en agrandissement aussi, pour compléter, bien, c'est dans votre web producteur que vous avez le formulaire pour remplir ça. Exactement. Fait que c'est directement dans votre web à vous, sous l'onglet formulaire, puis là, vous avez émission d'Entaille, puis vous choisissez l'agrandissement. Bon, ça, c'est une image du formulaire des critères d'évaluation pour les projets d'agrandissement. Vous voyez, vraiment restreint à trois critères. Fait que si les indications ne sont pas soumises, ben c'est rejeté. Il n'y a pas une question de pointage ici pour être éligible. On est déjà producteur, on est déjà contingenté, on peut faire une demande d'agrandissement.
si on s'identifie pas, si on n'a pas le plan d'érablière, le titre de propriété, l'annexe 2, ben, la demande est rejetée. Fait que c'est vraiment de base l'analyse pour les demandes d'agrandissement. Pour les règles d'inscription supplémentaires, je viens d'en faire un bref topo, là. Mais pour ceux qui auraient soumis, c'est depuis 2021, en fait, depuis l'application du nouveau règlement qui a été publié en 2021, tous les projets, en fait, démarrage, relève, puis agrandissement sont éligibles à obtenir une balle supplémentaire dans le boulier quand ils soumettent une demande qui est éligible et qui n'est pas retenue. Donc, depuis 2021, je donne un exemple, un producteur, démarrage ou agrandissement, peu importe, il fait une demande, puis il n'est pas sélectionné en 21, puis il n'est pas sélectionné en 23. Quand il demande encore pour 2025, il est rendu à 3 balles dans le boulier. Là, c'est très important, puis on les voit, là, les mots sont soulignés. Pour que ça soit éligible, il faut que la personne, pour avoir les 3 balles, il faut que la personne ait appliqué en 21, en 23 et en 25, puis que ça soit le même projet. Si quelqu'un a appliqué en 21, puis pas en 23, puis arrive en 25, mais le compte à rebours, il est remis à 0. Fait que là, il y a juste une balle pour 25. Ou 23 et 25. Il n'y aura pas de 21 parce qu'il a sauté. Fait que si on saute, on repart à 0. Oui, je te laisse compléter, Pascal, mais je vais avoir une question pour toi d'un producteur qui est en ligne avec nous. Mais c'est important ici de bien comprendre les mots consécutifs. Hein, on a le souligné dans la présentation, mais oui. Prenez-en compte si vous avez déposé en 2021, mais pas en 2023, puis vous redéposez maintenant, ben c'est pas consécutif, c'est sûr. Mais si c'est la 3e fois que vous déposez, par contre, puis que c'est le même projet, ben à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir avoir plus de balles dans le boulier. Exact. Si tu me permets la question d'un producteur, oui, vas-y, complète. Non. Mais j'allais juste dire le même projet. Pour spécifier c'est quoi le même projet, il faut que ça soit la même chose. Fait que, c'est les mêmes terres, c'est les mêmes lots, c'est les mêmes actionnaires, c'est le même tout. Il n'y a rien qui change. Là, on a eu des questions, puis je pense que c'est peut-être pertinent de le mentionner, avec les normes d'entaillage qui ont changé. Pour ceux qui ont fait des projets en 21-23, ils ont fait leur projet avec les anciennes normes. S'ils soumettent le même projet en 2025, c'est pareil, c'est bon, c'est le même projet. Ça va être considéré le même projet, pas parce que les normes, le potentiel va avoir fort probablement diminué que ça ne sera pas considéré. Ça va être considéré comme le même projet. Si c'est la seule chose qui change, c'est les balises au niveau des normes d'entaille qui ont baissé à cause que la réglementation a changé. Donc, si le nombre d'entailles de mon projet a varié à cause du changement de norme, on considère que c'est le même projet quand même. Oui. Si j'ai ajouté ou enlevé des lots, c'est différent. Dans le même projet, le projet a changé. Parfait. Oui. La question qui nous est posée de Patrick Perrault, donc il possède déjà un contingent. Il nous demande si c'est possible de faire une demande d'agrandissement pour une autre érablière qui, elle, ne possédait pas de contingent, puis il veut faire l'achat ou la location. Mais cette érablière-là n'est pas voisine directement de son érablière actuelle, est à par exemple 15 km de sa première érablière. Est-ce qu'il peut faire une demande pour ça d'agrandissement? Bien sûr. Tout à fait. Hein, on se disait au début, ton premier tableau que tu as présenté, c'était vraiment la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on possède un contingent séricole ou non? Dès qu'on possède un contingent séricole, on tombe dans la catégorie agrandissement. On l'a mentionné tantôt, les agrandissements sont topés à un maximum de 10 000 en taille. Mais après ça, nous, il n'y a pas de règle qui dit que, par exemple, la demande qu'on fait doit être faite directement contiguë à ton érablière. Ça peut être beaucoup plus loin dans un autre village. Après ça, nous, on va vous laisser gérer l'eau et la gestion du bouillage comme vous voulez. Ça fait possible de déposer. Oui, c'est possible. Ça dépend de ce que monsieur souhaite faire. S'il prévoit la louer, à ce moment-là, c'est une promesse de bail au moment de soumettre ou c'est une promesse d'achat si son intention, c'est de l'acheter. Un ou l'autre, ça fonctionne. C'est une demande d'agrandissement. Il est déjà titulaire de contingent. Oui. Parfait. Je vais t'inviter à continuer. Il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais je vais attendre peut-être à d'autres moments là, pour les adresser directement. OK. Là, on tombe dans la particularité de cette émission d'entaille-là cette année est faite en 2 temps, puis je vous explique pourquoi. En fait, la Régie a accepté notre demande d'exemption pour faire une émission de contingent en 2 temps. Donc, ça veut dire qu'on a séparé l'émission de contingent pour les forêts publiques dans une section et les forêts privées dans une autre section. Il y avait de la difficulté au niveau du ministère du MRNF de trouver d'identifier toutes les terres possibles, les lots possibles où ce que les producteurs pourraient faire des demandes dessus.
il n'y avait pas accès à faire ce devoir-là ou ce travail-là avant le 15 septembre, qui est l'émission d'entaille courante. On a fait une entente avec eux. Eux, ils travaillent super fort de leur côté pour essayer d'identifier tous ces lots-là pour cet hiver. Donc, les producteurs pourront, dès cet hiver, aller voir c'est quoi qui est disponible pour faire des demandes du côté du MRNF. Puis, par la suite, ces gens-là qui vont vouloir faire des demandes en forêt publique ou hybride, et je vous explique après dans mes prochaines pages de quoi qu'on parle, pourront faire leurs demandes ultérieurement. Donc, cet été, là, présentement, ce qu'on est en train de vivre avec l'émission d'entaille, ça va être pour ceux qui sont en forêt privée seulement. Donc, je suis propriétaire ou je suis locataire. L'autre portion pour les forêts publiques va se faire ultérieurement. On va regarder ça en détail. Donc, les projets en forêt privée, je suis propriétaire ou je suis locataire, je peux faire une demande de démarrage ou d'agrandissement au plus tard le 15 septembre sur le web producteur. Ça va être exclusivement pour les forêts privées. Donc, si vous avez de la forêt privée et publique, votre projet est remis plus tard au printemps 2026. Pour ce qui concerne les offres en forêt privée présentement, les offres, là, on est dans le temps où on accepte les demandes. Les demandes vont se terminer le 15 septembre. Puis nous, après ça, on fait l'analyse et au plus tard, le 31 janvier, on va aviser les gens s'ils ont eu une offre ou non. Maintenant, pour la portion en forêt publique ou hybride, donc si on va avoir juste de la forêt publique ou publique et privée, que ce soit propriétaire ou location, c'est reporté au printemps 2026. Parallèlement au programme de relève qui se passe à chaque printemps, fait que ça va être du 15 avril au 15 juin. Fait que les propriétaires, excusez-moi pas pour les propriétaires, les producteurs vont pouvoir faire un dépôt de l'émission d'entaille 2025 pour ces projets hybrides au public-là. Parallèlement, nous, là, on va gérer deux programmes. On va gérer la relève normalement à chaque année qui se passe, puis on gère l'exception de l'émission d'entaille en forêt publique au même moment. Puis, le tirage va avoir l'information, les retours, le tirage va avoir lieu au plus tard le 15 ou 2026 pour ces projets-là. Comment ça fonctionne? Donc, on a été obligé de séparer le 7 millions d'entailles qu'on a pour cette émission d'entaille-là. Fait qu'il y a 20 du 7 millions, qui est l'équivalent de 1,4, qui est réservé pour l'émission publique et ou hybride. Fait que tous ces projets-là vont se faire attribuer à partir d'un 1,4 million. Puis, on s'est basé vraiment sur l'historique de 21-23 pour savoir c'est quoi le pourcentage du ratio qu'on devait attribuer à cette émission d'entaille-là. Puis pour ce qui en concerne les projets d'agrandissement en forêt publique, pour ceux qui vont en attribution parce qu'on a le choix, on peut soit aller au tirage au sort ou dire je veux me faire attribuer par tour de 200 entailles. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on fait l'émission d'entailles en forêt privée maintenant, le 31 janvier, excusez-moi, on va annoncer c'est quoi l'attribution qu'ils vont avoir ces gens-là. Bien, le même taux va être attribué pour ceux qui vont être en forêt publique. Fait qu'ils vont le savoir d'emblée, d'avance. Dès janvier, s'ils prévoient aller en attribution, combien qu'ils vont obtenir. Fait qu'ils ont une petite longueur d'avance à savoir s'ils veulent aller en tirage au sort ou en attribution parce que le montant va déjà être dévoilé au moment même avant qu'ils fassent leur demande. Donc, pour résumer, Pascal, le 20 des 7 millions d'entailles qui est réservé pour des démarrages et des agrandissements en terre publique, hein, c'est les deux ensemble, c'est bien ça? C'est tout, oui. Il y a un 5 qui est réservé pour les démarrages en terre publique, comme normalement chaque année. Puis le 15, il est réservé pour les agrandissements. Fait que c'est un total de 20 %. Parfait. J'étais-tu claire? Oui, c'est clair. Je voulais juste le répéter pour qu'on comprenne bien, parce que je sais que le chiffre de 5 il existe dans notre règlement, ça réserve. On réserve un pourcentage des entailles pour les démarrages. Là, on vient d'introduire un 20 Tu as expliqué que c'était une moyenne qu'on a établie pour être sûr qu'il y a des entailles qui sont réservées pour cette portion-là de l'émission de contingent. Mais je voulais bien que les gens comprennent bien que ce 20 %-là inclut un 5 de démarrage. Donc, c'est démarrage et agrandissement là, qui sont pour les gens. Oui, puis ce qui est important de mentionner pour les démarrages en terre publique, c'est ces projets-là, ils n'ont pas le choix, c'est obligatoirement là, inscrit au tirage au sort. Fait qu'eux, ils n'ont pas l'option d'aller en attribution par tour de 200. Tout ce qui est démarrage terre publique, que ça soit dans cette émission d'entaille-là ou un autre, la règle de base, c'est que c'est tout le temps les tirages au sort. Fait que le 200, c'est juste pour ceux qui sont en terre privée ou en agrandissement.
On va y revenir tantôt, mais je veux quand même peut-être adresser tout de suite la question de Mathieu Marchand qui nous dit qu'il évalue la possibilité d'acheter une érablière établie, mais qu'il y a un potentiel d'agrandissement sur terre publique. Mais il se demandait si son attribution future de contingent d'agrandissement serait dépendante d'un tirage au sort, mais on n'est pas obligé d'aller au tirage au sort. On pourrait aller en attribution par tour. On va le réexpliquer peut-être un peu plus tantôt. Donc, ce n'est pas nécessairement un tirage au sort qui va vous donner du contingent. Vous avez un choix d'entreprise à faire quelque part en déposant votre demande. Donc, on va y revenir tantôt, mais je veux juste adresser la question quand même. Il y a quelques autres questions qui sont rentrées, mais je vais te laisser continuer, Pascal. On les adressera tantôt. OK. Un petit peu plus d'informations au niveau du fonctionnement. Donc, là, comme on mentionnait, à chaque année, quand il y a une émission dentaire, les dossiers de relève, l'émission dentaire se fait toujours à la fin quand la relève est déjà faite. Donc là, on a eu maintenant, comme au 15 juin, la relève s'est terminée. Les gens qui n'ont pas été sélectionnés se sont fait basculer dans l'émission dentaire de 7 millions. Là, la problématique, c'est qu'il y a des dossiers là-dedans qui sont en terre publique, en forêt publique. Ces dossiers-là ne peuvent pas se faire transférer là maintenant, mais ils vont se faire transférer en 2026. Il y a toujours le chevauchement entre la relève et le démarrage, parce que si tu es éligible à un, tu peux aller appliquer dans le démarrage. Fait que si moi, je suis à la relève puis je n'ai pas été pigée, bien, il y a une émission dentaire, je peux déposer ma demande pour venir le démarrage. Fait que là, tout ce qu'on voit ici dans cet écran-là, ça fait juste expliquer la séquence des dates, les types de dossiers quand il y a une relève ou un démarrage, quand est-ce que tu vas être basculé, puis si tu es éligible à passer au prochain volet. Fait qu'on est serré dans le temps, mais ça se fait quand même. Fait que les dossiers de la relève 2025, qui sont en forêt publique ou hybride, qui n'ont pas été pigés à cet été qu'on vient de finir, là, le tirage, eux sont transférés dans le tirage du démarrage reporté au printemps prochain. Ceux qui étaient en privé, ils vont être gérés maintenant au mois de septembre. Les projets de démarrage de 2025, en forêt publique ou hybride non pigés en 2026, puis qui ont moins de 40 ans, vont être éligibles à la relève. J'ai mentionné, on va gérer parallèlement la relève et l'émission dentaire. Bon, mais si vous n'êtes pas pigé au démarrage, vous êtes éligible, vous allez pouvoir appliquer à la relève par la suite. Fait que nous, on va avoir à gérer 2 tirages, quasi une semaine de temps, là, de déroulement d'activités là-dedans pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas été pigés de pouvoir appliquer à l'autre s'ils sont éligibles, mais ça va se faire, c'est possible. Les gens qui sont dans cette situation-là, ils vont être contactés de toute façon à ce moment-là pour faire ce saut-là, comme tu l'appelles, mais dans une période de temps qui est particulière. Là. Oui. Fait que nous, on va. Puis, tu sais, c'est pas des centaines et des centaines de dossiers habituellement, mais quand même, là, on va prendre sur nous pour faire des suivis administratifs avec eux pour leur expliquer qu'est-ce qu'il y en a pour pas qu'ils manquent les dates, justement, pour pas que les gens soient pénalisés parce qu'on est dans un délai serré. Puis le nombre, ben là, je le répète, mais je le mentionne ici, là, le nombre dentaires attribués pour les agrandissements de 200 en forêt publique va être le même qu'on va avoir donné au mois de janvier. Fait que, oui, ils vont le savoir à l'avance, qu'est-ce qu'ils vont avoir en tour d'attribution. Une ligne de temps ici, peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus visuels avec des schémas. Fait qu'on explique un peu comment ça se déroule, l'émission dentaire. Fait qu'on parle du 15 juillet 2025 où on a ouvert le projet du 7 millions dentaires pour les forêts privées. Donc, du 15 juillet au 15 septembre, on reçoit les dossiers. Après ça, nous, on a une période de temps pour les analyser. Après ça, on fait l'octroi des offres plus tard le 31 janvier 2026. Après ça, au printemps, le 15 avril, l'ouverture de la relève normale parallèle à l'émission dentaire 25 pour les forêts publiques va s'ouvrir. Ils vont avoir du 15 avril au 15 juin pour soumettre. Après ça, nous, on a un petit temps pour analyser, puis au plus tard, à la mi-août, on va informer les gens de la relève et du démarrage et agrandissement de la forêt publique de qu'est-ce qu'il y en est de leur demande. Fait que tout ça dans un court laps de temps. On va être capable de le faire. Les nouvelles offres dentaires. Fait que ici, c'est un petit peu un résumé là, du premier schéma qu'on a vu quand on fait le type de programme qu'on peut faire, mais ici, on vous explique en détail. La première section, on va le voir, c'est la relève. Habituellement, c'est 40 000 dentaires, mais lorsqu'il y a une émission dentaire, bon, le montant de la relève il est augmenté à 100 000 dentaires. Puis c'est toujours au tirage au sort quand on est à la relève, peu importe si c'est privé ou public. Ensuite, pour les terres publiques, c'est là où ce que Mathieu parlait tantôt, il y a un 5 du volume qui est réservé, fait qu'il y avait sur le 7 millions dentaires, un 5 qui est réservé, l'équivalent de 350 000 dentaires qui est réservé pour les démarrages, toujours en tirage au sort.
Après ça, on a le démarrage, qui est le choix du demandeur, dépendamment si il veut aller en attribution ou au tirage au sort. Et puis après ça, on a l'agrandissement, qu'eux aussi, ils ont le choix s'ils veulent aller au tirage ou en attribution. Mais quand on est en démarrage, en forêt publique, obligatoirement, tirage au sort. Est-ce que tu avais les chiffres? Voilà, c'est ça que je voulais qu'ils apparaissent à l'écran, Pascal. Oui. Je pense que c'est important d'adresser ici Oui. le choix, le fameux choix entre le tirage au sort puis l'attribution par tour. J'ai déjà vu dans le passé des gens qui voyaient le terme attribution par tour de 200 puis qui pensaient qu'ils allaient recevoir 200 entailles, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, on prend tous les gens qui ont choisi attribution par tour de 200, on leur donne 200 entailles chacun, puis une fois qu'on a fait le tour, on recommence. Après ça, on donne un autre 200, un autre 200. Là, les chiffres qu'on vous montre à l'écran, ben, c'est des chiffres réels qu'on a donnés en 2021 et en 2023. Donc, quelqu'un qui est en démarrage en 2023, il pouvait recevoir par attribution par tour de 200 jusqu'à 5 465 entailles. Fait que les chiffres, ils sont là. Moi, je pense qu'à ce moment-là, évidemment, c'est une décision d'entreprise. On ne peut pas prévoir ce que les gens vont recevoir cette année. C'est en fonction des dossiers qui vont être déposés qu'on va faire la mécanique et qu'on va savoir le chiffre final à la fin. Mais je pense qu'il y a une certaine évidence, si vous avez un petit projet en bas de 5 000 en taille, bien, aller vers l'attribution de 200, ça fait quand même du sens. Si vous avez un gros projet, tantôt on parlait de 25 000 en taille pour un projet de démarrage, dans beaucoup de ces cas-là, des projets de démarrage, il ne sera pas viable si vous n'avez pas votre 25 000 en taille de contingent. Si je vous en donne juste 5 000, est-ce qu'il va être vraiment viable? C'est là que le choix d'entreprise est important. Est-ce que votre projet est viable ou pas si vous êtes tiré au sort ou si on vous redonne juste une partie des entailles? Si par contre, j'ai un projet de 2 000 en taille, bien, en allant en tirage au sort, vous n'êtes pas sûr que vous allez être tiré, mais si vous allez en attribution de 200, vous êtes presque sûr de les avoir, là, ces entailles-là. Évidemment, je mets des guillemets là-dedans. On ne sait pas combien on va donner. Ça va dépendre des projets qui sont déposés. Il y a un petit gamble à faire ici, mais il y a certaines. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne, l'attribution par 200 entailles puis le tirage au sort. Oui. Très bien expliqué, Mathieu. Parfait. Alors, on peut continuer. Je pense qu'il y a plusieurs questions que je vois passer, mais je pense qu'on va y répondre dans les prochaines diapositives. Pour la section d'évaluation des demandes, on a fait un petit peu tantôt référence à la grille d'évaluation, mais ici, c'est plus le côté administratif. Là, on va parler qu'au plus tard, le 15 septembre, il faut que nous, on ait reçu les demandes, il faut que ça soit rempli. Évidemment, il faut qu'il y ait l'annexe 2 mise à jour avec le plan d'érablière. Si tu me permets de faire une petite pause ici, justement, Pascal, il y a François Réaume qui nous disait qu'il a fait une demande d'agrandissement en 2024. Il va redéposer la même demande, mais les normes d'entaillage ont changé maintenant. Il se demande qu'est-ce qu'il doit faire là, pour s'ajuster à cette nouvelle norme-là. Tu as mentionné annexe 2. C'est ce document-là qui doit être rempli par un ingénieur forestier, qui doit être mis à jour. Exactement. Donc, si quelqu'un a fait peu importe le programme, tout confondu, quelqu'un a fait une demande à l'émission d'entaille 23 ou même 21, puis décide de refaire une demande en 2025, le plan est encore valide, on s'entend, le plan, lui, est valide 15 ans. Ce qu'il faut apporter comme modification, c'est à l'annexe 2. Donc, l'ingénieur forestier doit reprendre le plan, le dernier plan en question, et refaire le potentiel selon les nouvelles normes du NEPUS. Donc, c'est sûr que de 21 à 23, là, je doute que les arbres vont grossir tant que ça. Là. Fait que le potentiel va fort probablement diminuer. Fait que le plan reste valide, les contours, tout reste valide, c'est juste le potentiel qui va diminuer. Fait que sur l'annexe 2, amendé, l'ingénieur forestier va refaire ses calculs selon les normes, ce qu'il avait pris dans son plan d'érablière en termes de parcelles et de tout ce qu'il a fait pour établir le plan, puis il remet l'annexe 2 à jour selon les nouvelles normes. Puis ça devient le nouveau potentiel de ce plan d'érablière-là. Puis nous, c'est là-dessus qu'on va se baser pour émettre le contingent. Parfait. Donc, une annexe 2 à jour, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. En plus, pour les démarrages, bien là, comme je l'ai mentionné, c'est les preuves de financement, la formation puis l'expérience vous donnent des points supplémentaires. Surtout la preuve de financement, si ce n'est pas là, c'est rejeté. Là, peut-être qu'on peut en profiter, Pascal, pour donner quelques exemples de preuves de financement. Tu sais, c'est sûr que si je suis un producteur en démarrage qui part de zéro, je n'ai pas d'érablière, j'achète un nouvel endroit, puis c'est comme mon achat est conditionnel à l'obtention d'un contingent, j'ai pas de cabane, j'ai pas d'évaporateur. C'est assez différent qu'un producteur qui est déjà en opération, qui fait de la vente aux consommateurs, puis qui voudrait un contingent, que lui, il a déjà un évaporateur. Dans ces deux cas-là, par exemple, ce serait quoi les preuves de financement qu'il faudrait apporter?
Mais en fait, pour quelqu'un qui part de zéro, qui n'a rien, qui a juste une belle érablière remplie d'érable potentiels, ben, cette personne-là part de loin. Vous entendez? Il faut qu'elle achète tout son équipement, comme tu as mentionné. Fait que cette personne-là a probablement besoin d'un prêt ou d'un financement quelconque à la banque. Fait que la banque va lui remettre une lettre qui confirme qu'ils vont leur faire un prêt selon l'obtention. C'est probablement, comment on dit? Pas dépendant s'il offre, c'est conditionnel, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est conditionnel s'ils reçoivent une offre de contingent ou non, fait que la banque va les appuyer dans leur démarche pour pouvoir leur faire un financement XY. Quelqu'un qui est déjà installé, qui va déjà avoir tout son chemin, puis son électricité, puis sa bouilleuse et tout le kit, il faut quand même faire la démonstration que tout ça, c'est installé, que c'est déjà là. Fait, les factures, on va vous le demander, je me souviens plus, c'est quoi la section dans le formulaire où on va demander, je pense, si je ne me trompe pas, c'est à la section 3 où est-ce qu'on vous parle du projet d'érablière. On vous demande si telle chose est installée, si vous avez oui ou non avec la date et le montant que vous prévoyez investir. Mais dans cette section-là, c'est l'opportunité que vous avez pour dire, moi, j'ai déjà acheté une érablière, la bouilleuse est là depuis quelle année, combien ça a coûté. Fait que je n'ai pas cet investissement-là à faire, donc je n'ai pas besoin d'aller auprès de la banque pour faire des prêts. Fait que si tout ça est établi dans la demande, puis si vous prévoyez faire de la vente d'eau, bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'une bouilleuse, mais vous avez quand même besoin d'une station de pompage, vous avez quand même besoin d'un chemin puis d'un minimum. Fait il faut que ça soit bien étalé, la description dans cette section-là pour dire qu'est-ce qui justifie que tu n'as pas une lettre de ta banque, que tu as besoin du financement. Ou la banque peut simplement dire que pour le projet en question, monsieur a suffisamment de fonds dans son compte XYZ. Ce qu'on ne veut pas recevoir, qu'on a déjà reçu puis qui disqualifie les gens parce que c'est pas conforme, c'est des captures d'écran de compte de banque. On veut pas ça. Il faut que ça, si tu es pour envoyer quelque chose de bancaire, il faut que ça vienne de la banque. Puis c'est important, il faut que ça vienne, que ça soit daté dans les 6 derniers mois. C'est daté de la dernière émission d'entête que tu as fait ta demande, c'est disqualifié, c'est pas bon. C'est important que ça soit une lettre fraîche. Est-ce que tu me permets une question sur les baux? Oui. Un producteur qui a déjà obtenu du contingent dans les dernières années puis qui voudrait faire une demande d'agrandissement, mais il a déjà déposé auprès de nous donc un bail de 15 ans qu'il a pour le lot, mais il veut faire un agrandissement à l'intérieur du lot pour une parcelle qui n'a pas de contingent dessus. Fait que s'il veut faire une demande d'agrandissement avec le même propriétaire, fait que le bail est encore viable. Oui, en autant, puis ce qui est important, puis c'est noté au règlement, c'est faux, puis on a souvent ces questions-là, il y a des gens qui vont nous envoyer des baux qui sont 10 ans renouvelables. C'est pas bon. Il faut que ça soit le terme de base, c'est un bail de 15 ans. Après ça, les termes, tout ce que vous mettez comme terme, comme condition dans le bail, nous, on ne lit pas ça. Si on passe dessus en diagonale, ça ne nous appartient pas, c'est entre le propriétaire et le locataire. Fait que nous, ce qu'on va regarder, c'est le terme initial. Il faut que ça soit 15 ans. Maintenant, si quelqu'un veut faire un agrandissement sur un bail qui est déjà en cours de 15 ans, qui est déjà enregistré au registre foncier, puis qui reste un terme à courir de 5 ans dessus, c'est bon. Oui. Parce que tu dois exploiter tes nouvelles entêtes pour un minimum de 5 ans. Fait que ton bail est encore en vigueur, il est daté de 15 ans, mais il te reste au minimum 5 ans dessus à courir. Tu vas être capable de respecter tes engagements pour exploiter l'érablière pendant 5 ans si ça fonctionne. La nuance est là. Tout à fait. Ça fait 2 fois que je vois dans les questions qui sont posées le terme de bail notarié. Oui, je pense que ce n'est plus valide, hein, Pascal. Non. Nous, on a enlevé cette notion-là. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont suivis dans le passé. Il me semble qu'en 2021, peut-être on demandait des bails notariés. Ce n'est plus le cas maintenant. On demande des baux enregistrés. C'est ça le bon terme? Oui, exactement. C'est un bail enregistré au Registre foncier du Québec. Puis maintenant, depuis quelques années, il y a juste les notaires et les avocats qui peuvent se permettre d'aller enregistrer ces baux-là au registre foncier. Donc, oui, il faut passer à travers un notaire, mais non, le bail ne doit pas être notarié. C'est différent. Ça peut être un bail écrit sur le coin du comptoir entre moi et mon propriétaire sur une feuille mobile. Ça n'a rien à... C'est pas obligé d'être rédigé par un notaire ou quelqu'un qui est conforme avec... c'est pas un bail de loi, là. C'est vraiment, puis tu sais, vous mettez ce que vous voulez dans les termes et conditions de votre bail. Vous pouvez, si vous voulez, le faire rédiger par un notaire ou un avocat, mais c'est pas obligé. La seule obligation, c'est qu'il doit être enregistré au registre foncier. On doit avoir le certificat, le numéro de cet enregistrement-là
pour que ça soit valable là, lors de la mise en exploitation. Fait que là, je vais en parler parce que ce n'est pas au dépôt de la demande qu'on demande le bail enregistré. Au dépôt d'une demande, on demande une promesse de bail. Parce que là, on s'entend, puis une promesse d'achat. Parce que si moi, j'ai l'intention d'acheter une terre, juste si je reçois du contingent, je n'achèterai pas la terre si je ne reçois pas le contingent, mais c'est la même chose pour mon bail. Je n'irai pas en faire enregistrer mon bail, je n'irai pas au notaire ou à l'avocat payer pour faire enregistrer mon bail si je n'ai pas de contingent. Fait que les promesses au dépôt de la demande font l'affaire. C'est une fois que là, vous avez eu votre offre, que vous êtes prête à faire l'exploitation, là, vous allez faire un avis de mise en exploitation. C'est là où ce que le bail enregistré va être obligatoire ou la preuve d'achat, l'acte notarié. Il y a la nuance. Ouais. Non, c'est une très, très bonne précision. Pascal, tu as même répondu à la question de Patrick Perrault que j'allais te poser, donc c'est parfait. Effectivement, là, c'est même écrit sur la diapo qu'on présente en ce moment, donc promesse de bail. Donc, au 15 septembre, vous pouvez déposer une promesse de bail parce que peut-être que votre projet, vous ne ferez pas la location si vous n'avez pas le contingent. Là, donc, on accepte ces promesses de bail-là, puis c'est seulement dans un deuxième temps, là, une fois que l'exploitation va se faire, que là, on va vous demander le baux en tant que tel. Exact. Ou la preuve d'achat avec la preuve d'achat. Ouais. La même chose. Parfait, je te laisse continuer. Ah oui, bon, la petite bulle qui va expliquer encore une fois que c'est au 31 janvier qu'on va informer tous les participants du résultat du tirage au sort. Là, maintenant, pour les demandes en forêt publique ou les projets hybrides, fait qu'on qualifie un projet hybride, quelqu'un qui veut faire un dépôt en forêt publique avec soit une portion sur ses terres à lui ou soit sur une portion en location. Fait que ça, c'est ce qui va faire que le projet va devenir hybride parce qu'il est dans les deux forêts. Ces projets-là doivent être remplis au printemps prochain, soumis au printemps prochain du 15 avril au 15 juin sur le web producteur. Encore là, c'est les mêmes critères, c'est les mêmes formulaires qu'on va demander. L'annexe 2, la même condition que j'ai parlé tantôt pour les annexes 2 à jour selon les nouvelles normes d'entaillage s'applique ici. Les permis d'exploitation pour le MNF, ça va de soi. Puis pour le démarrage, donc encore là, c'est le financement, la formation, l'expérience. C'est au 15 août 2026 ou plus tard que ces gens-là vont savoir ce qu'il y en est de leur demande. Oui, c'est bien de le rappeler là, que si mon projet comporte une entaille en terre publique, donc comme tu disais, que ce soit en totalité en terre publique ou en partie en terre publique, parce que par exemple, je fais une location en privé puis je fais une location en terre publique, dès qu'on est une partie en terre publique, c'est en 2026, comme on l'a expliqué, que c'est reporté. Donc, vous n'êtes pas obligé de déposer quoi que ce soit au 15 septembre. C'est vraiment les terres privées, complètement en terre privée, seulement en terre privée, que c'est au 15 septembre. Oui. Puis si quelqu'un dépose sa portion en forêt privée maintenant au 15 septembre, il est battu, il ne pourra pas déposer une demande l'année prochaine. On ne peut pas déposer deux fois. C'est ça que tu nous dis, dans le fond, on ne peut pas déposer deux fois. Là. Ouais. Donc, si on a une partie de notre projet qui est en terre publique, c'est vraiment l'année prochaine qu'on dépose, même si l'autre partie de notre projet est en terre privée. Oui, parce que ça va être disqualifié pour le printemps prochain. On va voir que tu as participé au projet en privé. On ne donnera pas celui en public. Puis quand les gens vont sur le formulaire présentement, il n'y a pas d'option cocher forêt publique. Ça a été retiré expressément parce que là, c'est uniquement pour les forêts privées présentement. Fait que c'est vraiment, c'est en deux temps. Il n'y a pas une façon d'essayer de faire partie ici, partie là-bas. Ça ne marchera pas. Excellent. En termes des délais pour le règlement, il y a deux délais qui sont importants à se souvenir et à respecter. Fait que la personne qui reçoit une offre a 3 ans pour s'installer. Si après 3 ans, la personne ne s'est pas installée, l'offre est retirée. Là, il y a des conséquences. Tu as gaspillé une offre, tu ne pourras pas faire une autre demande pendant 5 ans. La personne qui a choisi de mettre en exploitation son projet, il faut qu'elle exploite pendant 5 ans, une fois que son projet est complété. Fait qu'on s'entend, tu as 3 ans pour t'installer. Tu vas avoir 25, 26, 27. Fait que si tu t'installes en 27, ton compte à rebours de 5 ans commence là. Fait que c'est 5 ans après que ton projet est installé complètement que là, le compte à rebours de 5 ans d'exploitation consécutive s'applique. L'exploitation consécutive doit être faite par la même entité, par les mêmes personnes.
Donc, ça, c'est assez important aussi. Si des gens pensent dans le Oui, futur à faire des changements d'entreprise parce qu'on veut intégrer oui, notre fils dans quelques années ou on veut oui, faire toutes sortes de changements, pensez que ces 5 années-là, là, c'est pas mal locké. Il faut faut que le oui, même groupe exploite oui. pendant cette période de temps-là. Fait que c'est à penser dans votre projet. Oui, la photo qui est prise au moment qu'on émet l'offre, c'est la photo qui doit rester pendant 5 ans. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir des exceptions à la règle, des affaires qui se passent, mais la base à respecter, c'est ça. Fait que c'est à ceux qui ont reçu l'offre doivent l'exploiter pendant 5 ans. Moi, je vous dirais que si vous avez des situations particulières, des cas vraiment Mhm. précis de comment vous pensez construire votre entreprise au niveau administratif, bien, je vous invite à contacter les PPAQ là, pour bien remplir votre demande à ce moment-là, pour être certain que ça cadre comme il faut, puis ça va être durable dans le temps, que vous n'allez pas vous retrouver dans quelques années à être coincé. Ouais. De l'information importante qu'on aimerait partager avec vous. Fait on se demande c'est quoi le contingent qui va être attribué pour l'émission d'entaille 2025. C'est 3 livres et demi d'entaille. Donc, que ce soit pour la portion forêt privée ou la forêt publique, si tout le monde reçoit 3,5 livres d'entaille pour cette émission-là. Et non entaillage, on en fait un rappel, on en parle beaucoup. On va continuer d'en parler, c'est important. C'est basé sur le 9 pouces maintenant. Les plans d'érablière qui sont valides 15 ans. Ça prend toujours une annexe 2 mise à jour si le potentiel avait été fait avec une autre norme que le 9 pouces pour pouvoir être éligible à soumettre un projet démarrage agrandissement ou relève après le 15 avril 2024. Ces normes-là sont en vigueur. L'article 36, la fameuse article 36 qui parle des mises en exploitation. C'est de ça que je parlais tantôt, là, quand vous allez envoyer votre avis de mise en exploitation. Fait que les producteurs qui sont déjà producteurs et qui ont déjà un compte web, vous savez de quoi je parle parce que cette portion-là existe déjà dans votre web producteur. C'est dans vos formulaires avis de mise en exploitation. Ceux qui font du démarrage, une fois que vous allez être entré dans la famille des PPAQ, il y a un compte web qui va être activé pour vous, puis vous allez avoir aussi cette opportunité-là de faire les avis de mise en exploitation dans votre compte web. Fait que vous allez avoir les mêmes privilèges qu'un producteur actuel. Le compte s'active et vous avez tout ce que vous avez besoin pour gérer votre entreprise du web. Les mises en exploitation, auparavant, la date était le 1er avril, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop serré dans le temps. Il y a eu un changement réglementaire accepté pas plus loin que la semaine dernière. Cette date-là est maintenant changée pour le 1er mai. Fait que c'est pas une exemption, c'est un changement réglementaire, c'est là pour rester. Fait que dès maintenant, les mises en exploitation, c'est au plus tard le 1er mai qu'on doit les soumettre de l'année qu'on prévoit exploiter. Fait que si moi, je reçois un offre, puis je prévois m'installer, puis travailler, puis tout est prêt pour être exploité en 2027, bien, avant le 1er avril, excusez-moi, avant le 1er mai 2027, il va falloir que j'envoie mon avis de mise en exploitation au PPAQ pour dire que je prévois exploiter tant nombre d'entailles de l'émission que j'ai eue. Donc, c'est toujours le 1er mai de l'année où ce que vous prévoyez l'exploitation. Puis dans cet avis de mise en exploitation-là, il va falloir déclarer c'est quoi le nombre d'entailles totales qu'on prévoit exploiter. Il va falloir envoyer le plan d'érablière parce qu'une fois qu'on a installé nos chutes puis qu'on a déterminé c'est quoi le périmètre de l'exploitation qu'on fait, on fait revenir l'ingénieur forestier pour qu'il fasse un statut de où ces entailles-là sont exploitées avec une annexe 2 à jour. Nous, on prend cette annexe-là, puis c'est sur là-dessus qu'on va vous émettre le contingent. Donc là, si vous avez fait une demande en terre privée, parce que vous êtes chez vous, c'est votre terre, vous nous soumettez votre compte de taxe qui prouve, ou peu importe quelle autre une promesse, votre achat que vous avez fait de la maison ou de la terre. Si vous êtes locataire, bien, votre bail enregistré cette fois-ci, c'est là où on a besoin. Puis pour ceux qui sont en terre publique, c'est la lettre du MRNF, le permis que vous nous soumettez. Oui, c'est ça. Fait que c'est le plan, votre titre de propriété, puis la déclaration du nombre d'entailles avec votre annexe 2 à jour qui va constituer de votre mise en exploitation. Il nous reste un tableau récapitulatif, oui. Pardon, Pascal, oui. Je te laisse compléter. Ben, en fait, ici, c'est comme un petit peu un tableau qui va répéter là, le type de projet que tu es, à quel moment tu peux le faire selon le type de forêt. Pour quelle période tu peux déposer ton projet, puis de te montrer comme
un diagramme dans le temps de qu'est-ce qui va se passer. Fait que dépendamment, t'es où? Est-ce que tu es une relève 25, un démarrage 25? T'es un agrandissement? Est-ce que tu es en privé ou en public? On vous explique un peu là, les dates clés à retenir, puis comment que ça fonctionne. C'est un résumé de ce qu'on vient de discuter. Ça, de toute façon, je pense que la présentation va être disponible pour les gens. Ils vont pouvoir la regarder à tête reposée après, là, je crois. Oui, on peut non seulement réécouter la présentation qu'on vient de faire, mais le PowerPoint qu'on vous présente en ce moment à l'écran va être déposé sur le site web des PPAQ, donc vous allez pouvoir le consulter. Il y a quelques questions qui se sont rajoutées, Pascal, depuis la dernière fois que je t'ai posé des questions, mais il y a beaucoup de questions qui sont des cas très particuliers, des situations, par exemple, mon ingénieur forestier ne pourra pas me fournir mon annexe 2 mise à jour avant le 15 septembre, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai envie de dire à ces producteurs-là, contactez les PPAQ, il y a peut-être des dérangements qui peuvent être pris ou des situations particulières qui peuvent être prises en compte. Contactez-nous, là, puis je vois même des personnes qui nous disent qu'ils ont des situations en terre publique où ils aimeraient ça avoir plus de détails sur la terre publique avant de savoir s'ils peuvent déposer. Ils ne veulent pas manquer l'opportunité du 15 septembre s'ils ne seront pas capables de déposer l'année prochaine. Dans ces cas-là, je pense vraiment que appeler au PPAQ, ça va peut-être nous permettre de bien comprendre votre dossier, votre situation, parce que chaque dossier, pratiquement, est une situation particulière. Là. Les gens s'organisent comme ils veulent bien. Donc, contactez-nous. Le service aux producteurs est disponible pour vous répondre en personne, par écrit ou peu importe, puis on va vous accompagner là-dedans. Il y a le téléphone et le courriel, les deux façons sont disponibles et efficaces. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, dépendamment de votre choix. Si vous voulez nous appeler, sinon, vous pouvez nous écrire aussi au PPAC, c'est contingent avec un S à ppac.ca. Ça, c'est là où moi, je redirigerai toutes les questions concernant les particularités, que ce soit pour obtenir un plan d'érablière après la date ou, comme tu as mentionné, si c'est une question que mon ingénieur ne peut pas ou les terres publiques, qu'est-ce que je fais, c'est particulier. Écrivez-nous ou appelez-nous. On va être en mesure de pouvoir vous guider là, pour faire le meilleur choix là, pour le dépôt des demandes. Peut-être deux petites questions qu'on pourrait répondre rapidement. Là. Les 3 années d'exploitation qu'on a parlé, on a dit 3 ans qu'il faut exploiter si on obtient du contingent. Tu peux-tu dire exactement c'est quoi ces 3 années-là? Les 3 années. On commence en 2026? Oui, c'est pas l'exploitation, c'est l'installation. Fait que tu as 3 ans pour t'installer. Fait que j'ai-tu dit 25 tantôt? Je ne sais pas, mais je pense que ce serait bon de le rappeler bien comme il faut. Je ne pense pas. Là, on a 25 et ça s'est passé comme année de production. Donc, oui, OK. Oui, fait que pour l'émission d'Entaille 2025, vous avez 3 ans, on vous fait une offre, vous avez 3 ans pour vous installer. Si vous êtes déjà prête, c'est beau, vous pouvez déjà commencer. Vous avez 26, 27, 28. Vous avez 3 ans pour vous installer. Donc, nous, on va vous faire l'offre fin janvier. Fait que déjà, il y en a qui sont prêtes, mais surtout pour les agrandissements, il y en a qui sont déjà prêtes, puis qui savent déjà, puis qui vont déjà être capables de faire l'exploitation en 2026. Fait que c'est correct, tu peux. 26, 27, 28, tu as 3 ans de t'installer. Fait que si tu veux exploiter pour 2026, au 1er mai, au plus tard, le 1er mai 2026, il faut que tu aies avisé les PPAC de ton plan de mise en exploitation pour dire je prévois exploiter cette année, pour qu'on puisse le savoir, et mettre le contingent, remettre le certificat à jour et tout le tralala qui vient avec une mise en exploitation. Si toi, tu n'es pas prête maintenant, tu prévois l'être juste en 2027, bon, ben au 1er mai 2027 ou plus tard, tu dois nous aviser de dire ben moi, je prévois exploiter pour l'année 2027 X, Y dans ta tête. Fait que tu peux, si tu reçois 5 000 en tête puis tu ne veux pas t'installer tout d'un coup, tu peux le faire aussi étaler sur les 3 ans, il n'y a pas de problème. Fait que tu peux faire 1 000 en 26, 2 000 en 25, 2 000 en 27, puis un autre 2 000 en 28, c'est correct. Mais c'est une mise en exploitation par année. Fait que tu fais 3 mises en exploitation, 3 plans d'érablière, 3 fois l'ingénieur va chez vous. Fait que c'est 3 fois le processus. Ouais. Si au bout de ces 3 années-là, tu n'as rien fait, tu n'as rien installé, l'offre est retirée. Là, tu te gaspilles une offre de contingent, puis tu ne pourras pas faire une nouvelle demande de mise en d'émission d'entête pendant 5 ans. Parce que tu as gaspillé quelque chose. Pas quelque chose, mais tu as gaspillé une offre. Oui. Dernière question aussi, rapidement. Tantôt, on a aussi mentionné qu'une fois qu'on a commencé l'exploitation, on a 5 ans, donc, où la même entité doit exploiter l'entreprise. On a aussi parlé qu'on pouvait avoir une location, donc un bail de location de 15 ans qui doit être déposé. Si jamais cette entité-là passait d'une location à une propriété, donc à l'achat de cette location-là pendant la période de temps, c'est possible, ça, de cette situation-là? Oui. Oui, c'est des choses qui arrivent. Ne change pas, ce sont les mêmes actionnaires qui ont l'entreprise, par exemple, mais on a juste changé de statut.
C'est des choses qui arrivent, ça. On est locataire, puis finalement, on achète ce qu'on loue. C'est pas un problème, c'est des choses qu'on fait. On fait des mises à jour, fait qu'on on fait la fin de location pour le mettre dans un contingent détenu au lieu dans location. Fait qu'on va vous juste demander les papiers, les preuves à l'appui de l'achat notarié, tout ça, puis le transfert de contingent. On se fait, je vais dire, une maintenance administrative. Il n'y a pas d'impact. Ça ne recette pas non plus le timer pour dire tu recommences un 5 ans ou quoi que ce soit. C'est la même chose, c'est correct. Peut-être juste réitérer aussi que le 5 ans, si tu fais une mise en exploitation étalée sur 2 ou 3 ans, mais ton timer part vraiment quand ton projet est complet. Fait que si tu as pris 26, 27, 28, ben, ton 5 ans commence à partir de 28 d'exploitation. Oui. OK. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées. Il y a quand même près de 45 personnes qui étaient avec nous pendant l'heure du dîner. Je vais remercier tout le monde d'avoir été présent. C'était bien agréable. Vous avez des bonnes questions aussi qui sont posées pour bien comprendre, bien déposer des projets d'ici au 15 septembre pour les gens en terre privée, je le répète. Je me permets aussi de dire avant la fin, Pascal, qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises en ligne sur le site web des PPAQ. Je l'ai dit au début, mais le site web contient une foire aux questions. Il y a beaucoup des éléments qui sont abordés là-dedans. Il y a une vidéo qui est disponible aussi pour vous accompagner pour remplir le formulaire en ligne. Il y a de l'information pour les ingénieurs forestiers. On a parlé du service aux producteurs des PPAQ qui est disponible aussi par courriel ou par téléphone pour répondre à vos questions. Donc, on vous invite à utiliser ces ressources-là d'ici le 15 septembre pour être certain de bien déposer votre projet. Puis, je me permettrai aussi d'ajouter que si vous remplissez votre formulaire en ligne, commencez à le remplir dès maintenant. Commencez pas à faire ça le 14 ou le 15 septembre. Commencez d'avance, puis même faites des pauses dans le moment où vous le remplissez comme il faut. Comme ça permet à tête reposée de revenir sur le formulaire et de s'assurer qu'on l'a bien rempli avant de faire l'envoi final du document au PPAQ. Oui. Je te laisse un petit mot de la fin peut-être pour le public qui nous écoute. Oui, bien, je veux vous dire merci pour votre intérêt. C'est le fun. Je trouve ça toujours intéressant quand il y a des gens qui viennent participer au webinaire. Ça nous donne la motivation de continuer. Encore là, moi aussi, je vais prêcher pour ma paroisse. Le site des PPAQ, c'est une mine d'or d'informations. Que ce soit autant pour les projets de démarrage ou d'agrandissement ou pour toute autre information connexe au PPAQ, savoir comment vendre ou acheter sirop d'érable, peu importe, les façons de nous rejoindre sont là aussi. C'est un outil qui est très pratique dans votre boîte à outils. Moi, je vous conseillerais déjà de la mettre dedans, vous y référez. Puis si vous ne trouvez pas, ben, le téléphone est là pour vous, le service au producteur. Sinon, on a toujours des modes de courriel qu'on peut communiquer avec vous. Merci à tous. Merci.